Bonjour à tous. Bonjour. 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 Super, merci Didier. Bonjour à tous. Est-ce qu'on est bien en ligne? Eh bien, bonjour à tous. On démarre ce webinaire pour cette troisième présentation. Donc, ce sera notre troisième rencontre extra consacrée au passage de la DSN pour la fonction publique territoriale, qui est organisée par notre comité Net Entreprise d'Alsace. Je vois qu'on est déjà un certain nombre, et donc pour toutes les personnes qui sont déjà présentes, eh bien, je vais vous inviter à consulter les petits onglets sur votre droite pour compléter l'onglet sondage. Voilà, en tout cas, on va commencer pour les bonnes pratiques. Si vous avez un souci de vue sur le diaporama, eh bien, il est conseillé d'utiliser le navigateur Google Chrome. Et s'il y a des problèmes de son, si vous ne nous entendez pas, par exemple, vous avez, il suffit de rafraîchir en fait avec le petit point d'interrogation qui est en bas de l'écran. Ce qui est sympathique, c'est ce que vous venez de voir à l'écran, c'est les émoticônes quand tout se passe bien ou que la présentation a pu répondre à certaines de vos interrogations. Ben, n'hésitez pas à les utiliser. Ça motive la présentation pour toutes les personnes qui sont autour de l'écran. Je vais me présenter. Donc, moi, je suis Sandrine Lemineur de la Caisse de congés payés, un petit peu atypique dans le monde du BTP par rapport à la fonction publique. Mais j'anime le comité régional Alsace. Et autour de l'écran, vous allez voir des personnes qui co-animent au niveau de l'Alsace, qui va présenter le support qui vous sera mis à disposition grâce au petit nuage que vous allez voir apparaître à un moment donné en haut de l'écran à droite. Ça, c'est pour toutes les questions pratico-pratiques. Et je vais laisser la parole donc, dans l'ordre d'affichage. Je ne prends pas de personnes. Et chaque personne va se présenter bien mieux que moi. Et puis, je reprendrai la parole pour la suite. Donc, je vois Cathy. Si Cathy, tu veux te présenter. Mais on n'a pas ton micro. Autant pour moi. Voilà, ça devrait être bon. C'est bon pour vous? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Oui, très bien. Donc, je reprends. Je suis Cathy Villecher. Je suis déléguée à la relation aux entreprises à la Caisse primaire du Bas-Rhin et je suis notamment en charge de l'offre de services auprès des employeurs. Parfait, merci beaucoup. Dans l'ordre d'affichage, je vois Didier. Bon, je t'aurais donné le mot de la fin, mais comme j'ai dit que je ne priorisais pas, vas-y. Oui, bien, bonjour à toutes et à tous, Didier Kuhn, du JPMDS, plus connu sous le nom de Net Entreprise, et je serai sur une partie des diapos, et surtout, je fais partie de l'équipe pour répondre aux questions dans le back-office. Merci beaucoup, Didier. Ensuite, Madame Vincenza, pardon. Bonjour, Vincenza Maglioca, je suis d'URSSAF d'Alsace et je suis responsable d'unité des offres de services. Donc, je promouvois et j'assiste sur toutes les offres de services URSSAF, dont la DSN. Merci beaucoup. Myriam?
Bonjour, Myriam Boulemser, responsable d'unité régime général administration collectivité territoriale à l'URSSAF d'Alsace et je suis aussi référente DSN. Merci. Ensuite, on a, alors je ne connais pas vos noms de famille, donc je me permets, Daniel. Oui, bonjour. Donc, moi, c'est Daniel Thuot. Donc, je suis à la cellule expertise DSN à l'IRCANTEC, Caisse des dépôts et consignations. Merci. Dans l'ordre d'affichage, j'ai Sébastien. Oui, bonjour, Sébastien Benoît, de la Caisse des dépôts également, donc de l'IRCANTEC. On a la chance d'avoir des représentants de l'IRCANTEC, c'est super, merci. Sophie? Bonjour à tous, Sophie Caillot, je travaille avec Didier qui aujourd'hui s'appelle Comité, sur sa petite vignette, au JPMDS, donc, qui est le groupement qui gère Net Entreprise. Donc on sera là pour répondre à vos questions, surtout sur le back-office, mais tout au long de la présentation. Merci beaucoup, parce que c'est important qu'il y ait du monde qui réponde à vos questions, effectivement. Et enfin, à l'écran, j'ai un monsieur, Michel, excusez-moi. Oui, bonjour, je suis Michel Simon, je suis gestionnaire à la CNRACL et expert sur la DSN de la CNRACL, du RAF et de l'IRCANTEC pour la mutualisation. Parfait, merci beaucoup. Alors, par principe, on va tous couper nos micros et on va laisser chacun se répartir la présentation pour et répondre à vos questions. Donc, l'idée, c'est de vous présenter ce support-là en 3 parties. Une, avec tous les points d'attention pour bien préparer la DSN, pour toutes les personnes qui ne seraient pas encore inscrites dans ce processus. Et le deuxième point, ce sera des idées pratiques pour accéder à la DSN. Et vous allez voir, on vous a ajouté quelques nouveautés. Et enfin, on aura un témoignage rapidement pour vous rassurer. Donc, je rappelle, sur cette présentation, il y a les onglets sondages et l'onglet questions. N'hésitez pas à les exploiter pour que nous, on puisse avoir des retours de vos ressentis sur cette présentation. Donc, je vous remercie. Moi, je vais passer la main à ma collègue pour la suite, si tu veux bien. Super, merci. Alors, donc, préparer la DSN. Je vais vous rappeler quelques points d'attention au niveau de la DSN et la finalité de la DSN. Alors, le but de la DSN, c'est de remplacer l'ensemble de vos déclarations par une seule et même déclaration. Ça va permettre de déterminer les droits de vos salariés, de recouvrer les cotisations et de pouvoir faire une seule démarche pour le prélèvement à la source. Pour le moment, pour la fonction publique, les déclarations qui sont remplacées dans un premier temps, c'est la DADSU, donc au niveau de la CARSAT, l'ADUX et le tableau récapitulatif annuel au niveau des URSSAF, et le PASS pour le prélèvement à la source. Donc avec la DSN, vous ne serez plus dans l'obligation de transmettre ces éléments aux différents organismes concernés, puisqu'en faisant une seule et même déclaration, les éléments seront envoyés automatiquement aux organismes. La DSN, elle se substitue également aux formalités de recouvrement des organismes complémentaires, tels que les mutuelles. Pour ces éléments-là, il faut contacter directement les organismes complémentaires pour voir avec eux comment mettre en place la DSN. Vous êtes les derniers à passer en DSN, puisque la loi ESSOC a fixé cette échéance, puisque vos prédécesseurs, le service régime général, les employeurs du régime général et certaines administrations, sont passés en DSN précédemment. Donc l'avantage, c'est que vous êtes maintenant les derniers et qu'on peut apprendre des erreurs des prédécesseurs. La DSN, c'est le reflet de la paye. Donc, le but, c'est d'avoir l'ensemble de vos éléments qui sont déclarés par rapport aux arrêts de travail ou à la vie de vos salariés qui vont figurer sur votre DSN et qui vont passer au niveau de ce document. Donc, tous les mois, on attend une DSN.
vous allez renseigner des éléments par rapport à la vie du salarié et ça va permettre de garantir et de sécuriser les droits de vos agents. Puisque tous les éléments que vous allez renseigner vont avoir un impact. Par exemple, les droits à la retraite seront impactés par ce que vous allez renseigner pour vos salariés. Donc, c'est une photographie de votre paye en fin de mois. Les blocs thématiques, donc c'est vraiment du jargon propre à la DSN. Pour chaque intitulé, il y a un répertoire. Donc, c'est un peu comme une encyclopédie. Vous allez retrouver des numéros. Ces numéros correspondent à une rubrique. Sur cette diapo, vous avez des principaux blocs, mais ce ne sont pas les seuls, puisqu'il y a d'autres blocs qui existent. Par exemple, pour les URSSAF, c'est le bloc 23. Vous avez le bloc 22 qui correspond à la période d'emploi. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez retrouver des blocs sur le site de Net Entreprise avec le cahier des charges. Vincent, je te laisse la parole. Je continue, merci. Donc, des données de qualité, l'établissement. Donc, ce qui va constituer le lien de la DSN entre vous et les multi-organismes où chacun sera destinataire des informations les concernant, c'est le SIRET de rattachement des salariés. Donc, en fait, la maille déclarative dans la DSN, c'est le SIRET. Et une DSN doit être émise pour chaque établissement d'affectation et inclure tous les salariés qui y sont rattachés. Sur le PPT, en fait, vous pouvez, il y a des liens qui sont cliquables et je vous invite à le faire après quand vous l'aurez pour plus d'informations, hein. Donc, il est préconisé d'utiliser le SIRET responsable de la paie de l'agent, en clair, où l'agent est directement rattaché, en fait. Dans le cas où un établissement gère la paie pour plusieurs établissements, il faut refléter la responsabilité juridique et se rapprocher de la gestion administrative la plus proche de la réalité. Enfin, le SIRET, bien entendu, doit être actif, hein, et il doit avoir un compte cotisant actif auprès de l'URSSAF. C'est vraiment important pour éviter tout blocage, en fait, hein. Si le SIRET n'existe pas à l'URSSAF et si le compte n'existe pas, la DSN est rejetée. Enfin, dans certains cas, et on a eu l'information hier, que ce sera uniquement pour la fonction publique hospitalière, le regroupement de SIRET est possible. S'ils ont la même URSSAF de rattachement et le même taux AT pour tous ces établissements, et uniquement, donc le regroupement n'est possible qu'uniquement après accord de la CARSAT, de l'URSSAF et de la Caisse de dépôt et de consignation. Je laisse la suite à un collègue ou une collègue. Cathy, je crois. On n'a pas le micro, Cathy. Ok, voilà. Excusez-moi. Alors, après les données identifiantes concernant l'établissement, on va s'intéresser aux données identifiantes de vos agents. C'est vrai que on ne le répète jamais assez, mais le bon paramétrage qui respecte les règles décrites, c'est vraiment essentiel, hein, en DSN. Donc, pour transmettre vos DSN, vous avez besoin de connaître le NIR de vos agents. Je rappelle juste que le NIR correspond au numéro d'inscription au répertoire de l'INSEE ou plus simplement le numéro de sécurité sociale. Alors, ce numéro est attribué automatiquement à toute personne qui est née en France par l'INSEE. Alors, pour vous assurer que les NIR de vos salariés sont bien certifiés par l'INSEE, le réflexe consiste à consulter le BIS, qui correspond au bilan individuel des salariés, qui est disponible sur votre tableau de bord après avoir envoyé votre DSN mensuel.
En cas d'anomalie signalée, il est vraiment essentiel d'en tenir compte, tout simplement pour garantir les droits de vos agents auprès de l'assurance maladie, notamment en cas d'arrêt de travail, mais également auprès de l'assurance retraite. Alors, si vous ne disposez pas du NIR ou d'un numéro d'identification d'attente, le NIA, ce qui peut arriver lorsque, par exemple, vous embauchez quelqu'un qui n'est pas né en France, il faudra identifier l'agent par ce qu'on appelle un numéro technique temporaire, en respectant les consignes qui sont d'ailleurs disponibles sur Net Entreprise. Donc, ce numéro technique temporaire, le NTT, vous permettra d'identifier l'agent en attendant qu'un NIR lui soit délivré. Alors, il existe un service dédié qui vous permet en tant qu'employeur de faire la demande d'immatriculation et de joindre les documents nécessaires. Donc, que ce soit vous ou le salarié qui fasse la demande d'immatriculation, je vous conseille de rappeler systématiquement à l'intéressé qu'il vous transmette dès que possible l'attestation de droit qu'il pourra télécharger sur son compte Amélie. Alors, en cliquant sur les différents liens en bleu sur la slide à l'écran, vous accéderez à toutes les informations nécessaires au bon paramétrage des situations telles que déclarer un service civique, un stagiaire, un travailleur handicapé, déclarer un élu, déclarer un apprenti. Alors, si une donnée identifiante devait changer, par exemple le nom d'une personne que vous auriez mal orthographié ou par exemple une date de naissance à modifier, il est impératif de déclarer ce changement en indiquant la nouvelle valeur dans le bloc normal et l'ancienne valeur dans le bloc changement associé dont on reparlera un petit peu plus loin. Bien, merci pour vos encouragements. Ça veut dire que j'ai été claire, en tout cas je l'espère. Alors, le cercle vertueux de la DSN. Alors, quelques recommandations à respecter pour une entrée en DSN réussie. Tout d'abord, déterminer et contrôler les SIRET qui seront déclarées. Le service DSN Contrôle SIRET permet aux déclarants de vérifier la liste des SIRET non reconnus dans le système DSN afin de procéder à la mise à niveau des informations en amont des transmissions DSN. Donc, il est vraiment important d'effectuer ce contrôle avant le dépôt de votre première DSN mensuelle. Pour accéder au service de contrôle SIRET, vous devez avoir ajouté la DSN, bien évidemment. Sous 24 heures, vous aurez accès à cette fonctionnalité ainsi qu'à votre tableau de bord. Donc, vous vous connectez sur Net Entreprise, vous accédez à votre menu personnalisé, cliquez sur Outils de contrôle, puis DSN Contrôle SIRET. Alors, autre point clé, je viens d'en parler assez longuement, vérifiez les NIR de vos agents, des individus. Contrôlez vos fichiers. Alors, comment vous allez pouvoir contrôler vos fichiers? Grâce à l'outil DSN Val, vous allez pouvoir vérifier le fond, la forme et la norme de votre fichier DSN avant de le déposer. Alors, cet outil est peut-être intégré dans votre logiciel de paye. Si ce n'est pas le cas, cet outil est téléchargeable à partir de votre menu personnalisé sur Net Entreprise. Autre règle essentielle, toujours consulter les comptes rendus métiers et bien évidemment tenir compte des anomalies signalées. Ne pas se contenter du certificat de conformité qui vous est délivré suite à votre envoi. On en reparlera un petit peu plus tard. Et vous êtes par ailleurs tenu d'informer vos salariés de votre entrée en DSN. Alors, en cliquant sur les liens en bleu sur la slide, vous trouverez toutes les informations vous permettant de contrôler votre ou vos SIRET, de vérifier les NIR de vos individus, de contrôler votre fichier grâce à l'outil DSN Val. Alors, en cas de modification signalée par l'outil, il faudra utiliser DSN Val une deuxième fois pour vérifier les éléments que vous avez corrigés. Si le fichier est OK, vous pourrez tout simplement faire le dépôt de votre DSN sur le site. Donc, toujours consulter les comptes rendus métiers ainsi que les bilans d'anomalie qui vous sont adressés par les organismes à réception de vos transmissions. Et pensez à informer vos agents concernant votre entrée en DSN.
Alors là, je pense que je Oui. passe la main. Oui, je reprends, merci. Donc, il est possible que vous soyez amené à faire des modifications puisque vous pouvez avoir des erreurs ou des oublis. Donc, tout dépend du moment où vous constatez cet oubli. Si, par exemple, vous êtes mensuel au 5, donc on est au mois d'octobre, vous êtes amené à déclarer vos cotisations du mois d'octobre pour le 5 novembre. Si le 4 novembre, vous constatez que vous avez oublié une base, vous avez possibilité, si vous avez déjà envoyé votre DSN, d'envoyer une DSN annule et remplace. Cette DSN-là, elle va écraser la précédente et la remplacer. Sur la diapositive, il a indiqué veille de l'échéance à minuit, mais moi, je vous conseillerais plutôt de retenir le créneau horaire de midi, puisqu'on est aussi dépendant du système informatique. Et je ne pense pas que vous restiez au travail jusqu'à minuit. Donc, retenez bien l'heure de midi. Si vous constatez que vous avez une erreur après la date d'échéance, à ce moment-là, donc on est dans mon exemple le 6 novembre, vous étiez exigible pour le 5, vous pouvez transmettre des blocs de régularisation. Donc au niveau des URSSAF, vous allez par exemple transmettre votre DSN du mois en cours, donc vous allez transmettre votre DSN du mois de novembre et modifier les données qui sont erronées en indiquant la période d'emploi. Donc si vous avez oublié de rajouter une base pour le mois de septembre, vous allez mettre période d'emploi du 1er septembre au 30 septembre. Donc, c'est ce qu'on appelle une DSN de régularisation qui est possible après la date d'échéance sans pénalité grâce à la loi ESSOC. Ensuite, on a donc les changements ou corrections. Si vous avez au cours du mois principal déclaré un changement, vous pouvez modifier les données en indiquant la période avant le changement et la date du changement. Si c'est après le mois principal déclaré, à ce moment-là, c'est une correction. En fonction du type d'erreur, vous avez deux corrections possibles. Soit une méthode par différentiel, c'est donc la différence entre les données que vous souhaitiez vraiment déclarer et celles qu'on avait déjà au départ. Donc, vous allez mettre soit du positif ou du négatif par rapport à ce que vous souhaitez rectifier. Ou alors, une méthode annule et remplace une donnée qui consiste à annuler complètement la ligne et à mettre la bonne ligne en positif. Vous allez avoir un peu plus d'éléments sur les diapos suivantes. Du coup, je laisse la parole à ma collègue. Oui, c'est moi qui prends le relais. Donc, à chaque fois qu'une donnée identifiante change, il est vraiment impératif de déclarer le changement opéré. Donc, cette donnée, elle peut concerner le NIR, peut concerner le SIRET, la date de début de contrat, le numéro de contrat. En fait, ces changements devront être signalés via des blocs spécifiques qu'on appelle des blocs changements. Donc, ça va être le bloc 41 pour un changement de contrat et le bloc 31 pour un changement d'individu. Alors, en pratique, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, la nouvelle valeur sera portée dans le bloc normal et l'ancienne valeur dans le bloc changement associé. Alors, pourquoi c'est si important d'opérer ces changements? Tout simplement pour permettre au système de réaliser ce qu'on appelle le chaînage correct des informations pour reconstituer, par exemple, une attestation de salaire. Donc là, je prends vraiment ma casquette agent CPAM. Vous signalez par exemple un arrêt de travail maladie qui débute au mois de septembre, le 25 septembre par exemple, pour reconstituer l'attestation de salaire. Le système, il va rechercher les salaires transmis dans les DSN mensuels des mois de juin, juillet et août. Si au mois de juillet, une modification du contrat intervient et que cette modification n'a pas été signalée via ce fameux bloc changement, le système ne sera pas en mesure de reconstituer l'attestation de salaire. Alors, en cas de changement d'adresse, par exemple, il conviendra tout simplement de modifier l'adresse de l'intéressé dans votre DSN. Ce changement n'a pas d'impact sur les droits du salarié.
Le bloc changement sera nécessaire uniquement en cas de changement portant sur l'individu via la rubrique S21 groupe 00 bloc 31, sur le contrat, la rubrique S21 groupe 00 bloc 41. Alors c'est vrai que ça semble un petit peu du chinois, mais c'est essentiel de suivre et de vraiment paramétrer les informations correctement et d'apporter les modifications nécessaires. Et donc là, normalement, c'est moi qui reprends les situations particulières. Merci, merci mesdames. Je vois passer une question de Madame Duval qui dit « Doit-on faire les changements manuellement ou le logiciel les fera ?» Bien évidemment, on vous donne, quand on vous donne le code S21, G00 et ainsi de suite, c'est l'adresse informatique. On continue à parler d'individus, on continue à parler de contrats, on continue à parler de dates. C'est effectivement votre logiciel qui va automatiquement les intégrer correctement. Simplement, quand il y a une correction ou un changement apporté, sur une donnée précise, on vous donne l'adresse de cette donnée de façon à ce que vous puissiez la retrouver facilement, la corriger et ne pas, du coup, créer une nouvelle anomalie en changeant une donnée qui n'en a pas besoin. Alors, quelques cas particuliers, puisque on a déjà plus de 23 millions de lignes de salaire qui passent par la DSN tous les mois. Et une grande partie des plus grosses collectivités et établissements publics déjà en DSN. Donc, on se base sur l'expérience qu'on a avec eux pour déjà vous présenter quelques situations et surtout l'attitude à avoir en face de ces situations. Alors, le premier, vous avez une convention de paye avec la DGFiP. Il faut prendre contact avec la DDFiP de façon à, justement, parce qu'ils peuvent le faire, à ce qu'ils prennent en compte votre demande de continuer et de faire la DSN pour vous. Même motif, si vous êtes avec le centre de gestion, ils peuvent faire la paye à façon. Il faut juste vérifier qu'ils sont en capacité de le faire ou alors être adressés vers celui du département de votre région qui pourra le faire. Votre logiciel n'est pas à la norme NeoDes. Aujourd'hui, vous êtes sur la norme N4DS, celle qui fait la DUX, la DATSU, enfin toutes les déclarations que vous connaissez. Pour passer à la DSN, il faut être à la norme NeoDes. Il est possible que votre logiciel ne soit pas cette norme. Il est urgent de prendre contact avec votre éditeur de façon à ce que soit il vous adresse une version utilisant la DSN, soit qu'il vous donne les moyens, effectivement, la possibilité de changer de logiciel parce que l'utilisation d'un logiciel de paye pour la DSN est obligatoire. Et j'ai vu passer une question, si vous faites la paye manuelle, comme il est obligatoire d'avoir un flux dématérialisé pour la DSN, on vous invite à contacter votre centre de gestion qui va vous orienter vers la solution la plus pratique et la plus simple pour vous. Il n'est pas question de vous mettre effectivement en danger. Sur les cas des populations, alors je pense que 99,99% d'entre vous ne vont pas rencontrer la situation, les deux premières situations, mais simplement dans ce type de présentation, on essaye de lister les cas, la totalité des cas, et si vous avez un jour besoin de vous y référer, vous pourrez sur ce support trouver les réponses. Si vous êtes par exemple un établissement qui utilise, alors là on a pris l'établissement de santé privé d'intérêt collectif, là c'est un cas particulier, mais ça peut être dans n'importe quel établissement public, avec des agents du public ou du privé, de statut public ou privé. On peut avoir deux types de payes, puisque de toute façon, les taux et les organismes ne sont pas les mêmes, et vous allez pouvoir faire ce que l'on appelle des fractions, c'est-à-dire que la DSN, le fichier de la DSN peut être coupé en deux parties, là, si c'est deux agents, deux types d'agents, public ou privé. Vous allez pouvoir faire une fraction pour le privé, une fraction pour le public, la règle étant que la somme des deux fractions doit être égale à la totalité des agents et à la totalité des établissements qui sont concernés par cette déclaration sociale nominative. Le cas complémentaire, c'est de dire on a deux populations mais on fait un seul règlement. Eh bien, il est parfaitement possible puisque c'est une DSN mensuelle, même si vous avez transmis 1, 2 ou 3 fichiers, si vous faites 1, 2 ou 3 fractions,
vous avez une globalisation du paiement qui est possible. Le paiement est décorrélé de la déclaration, donc vous pouvez parfaitement le gérer. Si vous avez des traitements qui sont payés en décalé, alors première règle de base, le décalage de paie est illégal. Maintenant, dans la pratique, il n'est pas forcément possible d'avoir les informations qui permettent de réaliser la paie, surtout si on vous la demande tôt dans le mois. Pas forcément facile de le faire, donc en réalité, on se retrouve avec ce qu'on appelle une paie en décalé, mais qui n'est pas un vrai décalage de paie, puisque de toute façon, vous allez avoir des payes qui vont tourner peut-être du 15 au 15 ou du 20 au 20, et non pas du 1er au 31. Donc le décalage, il est à apprécier en fonction de l'écart entre le moment où il y a l'activité et le moment où il est payé. Et c'est d'autant plus important de mesurer cet écart que les taux de cotisation sociale ou le paiement des cotisations fiscales n'est pas le même. En réalité, tout ce qui est social va être fixé sur la période d'activité. Le taux de cotisation, les assiettes, les plafonds de sécurité sociale sont ceux du moment où a lieu l'activité, alors que la cotisation, par exemple le PASS, c'est celui au moment où l'argent change de poche. Donc en gros, on peut avoir effectivement, et c'est pour ça que c'est important de bien mettre les jalons concernant la paye, de jalons de début d'activité, de fin d'activité prise en compte dans cette paye, parce que le logiciel va appliquer les bons taux en fonction de la période d'activité. Donc c'est vraiment, les deux sont différents. Le premier, c'est au moment de l'activité. Le second, c'est au moment où l'argent change de poche. Et puis, il est possible que vous ayez aussi plusieurs trains de paye. Certaines collectivités font un train de paye pour les contractuels, un autre pour les stagiaires, un autre pour les agents. Eh bien, le principe de fractionnement fonctionne. Vous pouvez faire autant de fractions qu'il y a de trains de paye, sachant qu'on est quand même limité au-delà à 9. On pense qu'au-delà de 9 fractions, c'est peut-être dû à un défaut au moment de la paye et non pas une volonté de votre part, donc on le limite à 9. Toujours, même règle, la somme des fractions doit être égale à la DSN complète qui est attendue. Troisième situation, là on revient sur la temporalité, les déclarations mensuelles ou trimestrielles. La règle, effectivement, depuis juillet 2018, est la mensualisation. La DSN, la déclaration de la DSN est mensuelle. Dans certains cas, vous êtes avec des paiements trimestriels. Aujourd'hui, on part du principe que le paiement trimestriel peut perdurer sans faire d'action. On a quand même tendance à vous inviter à vérifier auprès de votre URSSAF si ce que vous apprêtez à faire, effectivement, est ce qui est attendu. Mais vous avez déjà l'habitude d'être en contact avec vos correspondants à l'URSSAF, à la CDC ou dans les CARSAT. N'hésitez pas, les humains sont toujours présents et sont toujours prêts à répondre à vos questions et à vous aider. Donc, du coup, c'est à voir, effectivement, pour cette périodicité de paiement. Que se passe-t-il pour la déclaration préalable à l'embauche ? Finalement, la DPAE doit être faite 8 jours avant l'arrivée de l'agent. Et la DSN, elle est faite quand on paye l'agent. Généralement, on ne le paye pas avant qu'il soit arrivé. Donc, la DPAE n'est pas substituée par la DSN et reste obligatoire avant chaque embauche. Avant la première minute d'activité, une DPAE doit avoir été adressée, effectivement. Donc, pour l'instant, elle n'est pas substituée par la DSN. Même question, alors pas pour les mêmes causes, mais même question sur la taxe sur les salaires. C'est l'assujettissement des entreprises qui est à déclarer sur DSN. C'est une fois par an, en décembre ou en janvier, donc suivant le cas, pour chacun des établissements, avec un bloc qui s'appelle assujettissement fiscal et dont l'adresse est S21G0044. La déclaration de l'assujettissement, elle est obligatoire, même si vous n'êtes pas assujetti à cette taxe sur les salaires. Et puis, s'il y a une cessation d'activité, un établissement qui ferme, un SIRET qui est décalé, vous avez 60 jours pour faire cette déclaration et pour la passer. Je ne sais pas si c'est moi qui continue sur les cas particuliers, mais je vais le faire avec plaisir, puisque je ne vois pas, voilà, des petits pouces, ça veut dire que je dois continuer, ok. On prend les situations particulières. Alors, dans la fonction publique, il y a certaines situations relatives au contrat de travail qui n'existent que dans la fonction publique. Sous vos yeux ébahis, vous venez de voir apparaître un petit rectangle en haut à droite, orange, avec écrit dedans en bleu FC 2399. C'est un lien hypertexte qui vous amène sur la fiche consigne
2399 qui parle des mutations. Parce que la mutation, ce n'est pas une fin de contrat de travail au titre de l'emploi dans la fonction publique. Par contre, dans le cadre de la DSN, l'établissement qui jusque-là occupait le salarié et avait le salarié doit remplir un bloc fin de contrat avec la date d'effet de la mutation, mais avec un motif de rupture, et c'est là que vous commencez à vous dire, mais il se moque de moi, la valeur 100 qui est mutation au sein du même groupe sans rupture de contrat, alors que vous avez rempli un fin de contrat. Et fin de contrat, c'est pas rupture de contrat. Et puis le nouvel établissement, lui, va devoir transmettre un bloc changement, donc dans le 41, c'est changement contrat, avec le numéro SIRET de l'ancien établissement d'affectation, de façon à ce que l'on puisse, comme on vous le précisait en début de présentation, en vous disant que c'est effectivement très important, à ce qu'on puisse effectuer le chaînage d'informations et de statuts d'un individu, quel que soit l'établissement dans lequel il travaille, puisque la DSN, effectivement, passe depuis le premier jour d'activité jusque, malheureusement, le jour de décès. Mais quel que soit l'établissement, quel que soit le statut de l'individu, la DSN va permettre de collecter toutes les informations relatives à la vie de son contrat, à l'ouverture de ses droits et au paiement des cotisations qui lui sont affectées. Et Madame Buchel, pour vous faire savoir qu'on lit les questions en même temps, si embauche via mutation, pas de DPAE, non, c'est finalement l'agent qui est muté, il est déjà agent, il est déjà embauché par la fonction publique, donc c'est pas une déclaration préalable à l'embauche, mais on doit gérer à l'intérieur de la DSN, justement, par les signalements d'événements ou par les blocs changements, on doit signaler ces modifications. Même sujet sur les détachements, on a la fiche consigne 2055. Là, ce sont les deux établissements qui doivent déclarer le fonctionnaire, mais bon, allez, un seul va payer les cotisations, on n'est pas non plus des voyous. Donc la fonction publique territoriale ou hospitalière, le cas va être différent selon qu'il s'agisse d'un emploi qui ne conduit pas à pension. Et là, c'est l'établissement d'origine qui doit déclarer les cotisations, sauf pour le RAFP. Et ça ne vous surprend pas, le RAFP, c'est une cotisation annuelle qui est payée sur l'année précédente. Donc de toute façon, même en ayant quitté un établissement, les cotisations pour la période d'activité sont dues. Ou alors, c'est effectivement les cotisations qui sont déclarées par l'établissement d'accueil pour un emploi conduisant à pension. Pour la fonction publique d'État, c'est un peu plus simple, c'est toujours effectivement l'établissement d'accueil qui doit déclarer les cotisations. Suspension, fiche consigne 212, là c'est plus sur ce qu'il y a à déclarer qu'on vous demande, qu'on vous met ce point d'attention. Toutes les périodes de suspension sont à déclarer, quelle que soit la rémunération, qu'il soit à 0 ou à 100%, que le salaire soit maintenu, qu'il ne change rien, enfin le traitement. La période, elle va être déclarée dans un bloc qui est autre suspension d'exécution de contrat, donc qui est en 65, côté 65. Et puis pour la CNRACL, un taux de rémunération doit être transmis. À nouveau, je ne vous apprends rien, vous savez bien que certains droits sont octroyés même s'il n'y a pas la totalité de la rémunération. Et du coup, on a besoin de savoir quel est le taux, de façon à savoir quelle est la partie qui doit être prise en charge. C'est finalement, même si le changement est important dans le mode de fonctionnement et dans le paramétrage, la philosophie reste la même. Si jamais un événement impacte soit le revenu, soit l'activité, soit l'établissement d'un individu, bien, chaque mois, vous devez effectivement signaler ces changements. Si vous avez connaissance de ce changement un tout petit peu plus tard, le mois suivant par exemple, eh bien, vous avez toujours la possibilité de mettre les bornes de début et de fin de l'événement que vous souhaitez donner en information. Sur les fins de contrat, le législateur a décidé qu'il était possible, dans certains cas, au sein de la fonction publique, lors de démission, de bénéficier effectivement des services de Pôle emploi et de l'assurance chômage. C'est décrit dans la fiche consigne 2120. Et là donc, la rubrique du bloc de fin de contrat, elle est obligatoire dans la DSN mensuelle, même si vous n'avez pas fait de signalement de fin de contrat. On a besoin de mettre le motif, et vous voyez apparaître deux nouveaux motifs, le 070 et le 071. Petite précision, tout ce qui concerne la fonction publique, tout ce qui est nouveau dans la DSN, tout ce qui est spécifique à la fonction publique, on va le coter avec entre crochets FP. Et donc là, par exemple, la révocation suite à abandon de poste ou la révocation suite à sanction pénale, c'est exclusif pour la fonction publique, c'est apparu. Et si aucun de ces codes
ne correspond à la situation dans laquelle vous vous trouvez, eh bien vous utilisez le code 999 qui est fin de relation avec l'employeur, autre que les contrats de travail. Je reprends pour cette slide. Donc, données sociales 2021, données sociales 2022. Le dernier trimestre, donc on y est, hein, il a commencé le dernier trimestre. Donc, qu'est-ce que vous devez faire durant ce dernier trimestre? Donc déjà, il faudra finaliser les obligations sociales, donc la DUX, le TR, mais également fiscales, tout ce qui est passereau de l'année 2021. Préparer les éléments de la DAS, hein, comme vous l'avez jamais fait, qui est attendu au 31 janvier 2022. Et en parallèle, ma collègue vous a présenté une slide de tout ce qu'il y a à préparer. Donc, identifier le SIRET déclarant, fiabiliser les NIR pour configurer la DSN de janvier, réaliser donc une première DSN sur l'environnement test, donc avec DSN VAL ou DSN FPOC, consulter les retours sur le tableau de bord qui va vous être présenté après. Et donc, non seulement les consulter, mais les corriger avec l'aide du cahier technique, hein, que vous trouvez sur le site de Net Entreprise. Et donc, refaire des tests une fois que vous avez corrigé tous ces éléments. Il faut vraiment, tout ce qui est test est important pour que en janvier, la DSN que vous transmettiez, il y ait en production, il y ait le moins d'anomalies possible. Et donc, c'est également important d'informer les agents du passage en DSN à partir de la paye de janvier 2022, parce qu'ils doivent vous informer de tout ce qui est changement de situation pour que vous les mettiez au fil de l'eau dans les DSN, hein. C'est important. Et donc, on est le premier trimestre 2022, on est le mois de janvier. Donc, ce qu'il y a à faire au mois de janvier, c'est donc finaliser la DASU et le TR, les déposer avant le 31 janvier 2022, faire tourner la paye de janvier 2022, la clôturer dans votre logiciel de paye, hein, la clôturer, et donc la transmettre avec un logiciel de paie compatible à la norme NeoDes. Voilà. Et finalement, donc, la déposer en fonction de votre échéance. Donc, tout ce qui est déclaration sera mensuel, hein. Donc, la déposer soit le 5, soit le 15 février. Et si vous étiez trimestriel, il faudra la déposer pour ce qui est de la déclaration avant le 15 février. Et surtout, ne plus réaliser les anciennes procédures qui ont été substituées par la DSN. On a eu le cas. Donc, surtout, ne pas transmettre la DUX par test avant la DSN. Voilà. Janvier, c'est la DSN, c'est plus les anciennes procédures. Et je passe la main à ma collègue. Peut-être qu'avant, Didier, est-ce que tu veux bien balayer quelques questions qui seraient restées sans réponse? Alors, oui, je veux bien. Mais il y a beaucoup de questions qui ont trouvé des réponses, hein, puisqu'on a quand même une équipe d'experts qui est bien en place et qui répond au fur et à mesure. Donc, je suis en train d'essayer de remonter sur celles qui resteraient. Hop. Ne quittez pas, j'arrive. Bon, voilà, du coup, comme il y a des nouvelles questions qui apparaissent, j'ai plus accès à rien. Non, mais vous moquez pas de moi, hein. Chaque fois qu'il y a des émoticônes qui remontent, je peux plus toucher les questions. Alors, n'hésitez pas si vous envoyez, hein, chers collègues, et que vous voulez répondre, mais je suis en train de me noyer dans mon... Voilà, merci. Alors, merci surtout ceux qui continuent à envoyer les émoticônes. Je vais vous dire, ça me plantait. Et du coup, c'est ce qui se passe. Non, il y a quand même une série de questions qui ont été posées sur
sur les échéances et sur la façon dont c'était mis en place. La déclaration sociale nominative, elle change le lien entre le logiciel et les organismes de protection sociale. Elle ne change pas les modalités de paiement ou ces choses qui sont en place. Simplement, c'est la façon dont on transmet l'information qui est modifiée. Donc, on a, par exemple, on avait donc répondu à Madame Flégère qui disait au mois de janvier, nous aurons la déclaration URSSAF trimestre annuel 2021 et la DSN. En janvier, sur le plan calendaire, vous aurez effectivement pour le 31 janvier à faire le tableau récapitulatif et la date SU 2021. Et vous aurez à préparer la déclaration sociale nominative sur le mois principal déclaré de janvier que vous allez poster avant le 5 février. Donc, en réalité, on est sur le seul mois où vous allez avoir en parallèle les deux méthodes ou les deux normes qui vont être côte à côte, puisque vous allez, comme vous le disiez, clôturer les éléments de l'année 2021 et vous allez préparer ceux de l'année 2022. Sur la mutation, est-ce qu'il y a une DPAE? On avait répondu. Dans le cas d'infraction, Sophie vous a répondu sur le fait que l'ordre est indifférent, mais que le total, la somme des fractions doit être égale à la DSN qui était attendue. Ensuite, où trouve-t-on les identifiants? On vous a transmis l'adresse dans cet élément de réponse. Pour les règlements trimestriels, donc, vous avez une réponse de nos experts de la CNRACL qui vous précise ce qui se met en place. Sophie vous a donné le droit sur les suspensions. Ensuite, on a effectivement… Alors, on a une question de Madame Mignot sur le taux AT. Si le taux AT de ma collectivité change en janvier 2022 et que la réception du nouveau taux transmis par la CARSAT intervient après la clôture de paie et l'envoi de la DSN, faut-il saisir un bloc de régularisation en matière d'URSSAF sur la DSN suivante? Là, je vais laisser directement Myriam vous répondre par écrit, sachant que voilà, il y a une fiche consigne qui précise comment ça doit se mettre en place. Sur les taux AT, on a une transmission anticipée. Si vous êtes inscrite au compte ATMP, vous avez une transmission anticipée dans les tout premiers jours de janvier qui est faite, sachant que ça concerne la paye de décembre, puisque la DSN que vous allez déposer au 5 janvier, elle concerne décembre, et qu'au mois de décembre, c'est le taux ancien qui est actif. C'est le 5 février pour la paye de janvier que le nouveau taux devrait être injecté à l'intérieur de votre déclaration. Et essayez d'avoir toujours en tête la question, à quel moment est-ce que ça intervient? Est-ce que ça impacte le salaire? Est-ce que ça impacte le contrat? En fonction de ces trois questions-là, vous avez normalement une arborescence qui vous amène sur une question relativement simple. Sachant que la DSN, c'est un contrôle continu, donc c'est mensuel, mais ça ne change pas la périodicité de paye ou ces éléments qui sont mis en place. Et puis après, il y a les cas particuliers, par exemple, animatrice à la retraite égale complément de salaire. Ça n'est pas complètement une question, mais c'est peut-être suite à ce que vous aviez mis. Et de toute façon, c'est l'occasion pour moi de vous signaler tout de même que vous avez dans chaque département un centre de gestion dont c'est la mission de vous former et de vous informer sur les nouveautés réglementaires et sur l'application des modalités type la DSN ou autre. Alors certains peuvent prendre en charge directement la DSN pour vous, c'est-à-dire faire la paye pour vous, mais de toute façon, à la base, c'est quelque chose qui est jouable. Vous devez pouvoir les joindre effectivement pour avoir réponse à ce type de questions. Un autre interlocuteur important, c'est le CNFPT, pour lequel vous avez des modules de formation qui sont disponibles et que vous pouvez consulter ou auxquels vous pouvez assister. Et puis, vous avez aussi tous les webinaires qui sont organisés maintenant depuis 2 ans pour la fonction publique, pour les fonctions publiques, pardon.
et vous avez la possibilité sur Net Entreprise de vous y connecter, de soit voir les replays, soit voir les questions-réponses. Et puis, parce que dans les replays et dans les questions-réponses, vous avez les liens hypertextes qui vous amènent réellement sur les bonnes questions. Et Monsieur Mignot qui nous dit, question, alors déjà question, quid de la DSN événementielle dans la fonction publique territoriale? J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, la DSN événementielle n'existe pas. Ce sont les signalements d'événements. La DSN est un flux mensuel issu de la paye et des signalements d'événements. Aujourd'hui, les signalements d'événements pour la fonction publique ne sont pas attendus avant janvier 2023. Mais c'est une situation particulière, puisque certaines, alors, ça n'est pas attendu avant 2023 pour la bonne et simple raison, c'est que l'organisme qui s'occupe de l'assurance maladie, généralement c'est la CEPAM, mais elle peut avoir délégué cette gestion sur un organisme complémentaire, une mutuelle, ou alors la situation particulière, la MNT ou d'autres, peuvent être absents aujourd'hui de la DSN. Donc, comme ça n'est pas unifié sur l'ensemble du territoire, que l'ensemble des situations n'est pas réglé de la même façon, quel que soit le département dans lequel vous êtes, c'est reporté jusqu'en 2023. Mais il est fort possible que chez vous, votre CEPAM accepte et soit en capacité de traiter les signalements d'événements que votre éditeur a déjà mis en place dans votre logiciel. Donc, il n'y a pas de réponse commune à tout le monde. C'est vraiment, effectivement, la possibilité de joindre votre CEPAM pour savoir comment ce système est mis en place ou pas, et de toute façon, dans la norme de votre logiciel, donc ce qui sert de base pour écrire le logiciel, les signalements d'événements sont compris comme la transmission mensualisée. Donc, pas attendu avant janvier 2023, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire. Et comme le disait Léna Muller, bien évidemment, pour les contractuels et les agents de moins de 28 heures qui sont gérés par le régime général, les signalements arrêt et fin de contrat sont attendus, reprises anticipées aussi, sont attendus dans la DSN. Donc malheureusement, pas une réponse applicable à tout le monde dans tous les cas, mais par contre un conseil, prendre contact avec votre CEPAM et avec ces gens que vous connaissez très bien, avec qui vous travaillez depuis déjà quelques temps, que sont les conseillers informatiques services ou vos correspondants dans les CEPAM, pour savoir exactement comment faire. Pour les taux de janvier 2022, nous faisons un dépôt passereau. Alors, Madame Cardillo, je pense que votre question concerne le prélèvement à la source. Le taux de prélèvement à la source, le taux de passe que vous avez dans le compte-rendu métier de novembre est valable 2 mois, c'est-à-dire pour la paye de décembre et la paye de janvier, donc la DSN que vous allez envoyer le 5 février. Donc, en réalité, entre le taux qui va remonter dans votre déclaration passereau et ce que vous devez appliquer, vous avez ce fameux délai de 2 mois, donc vous êtes tranquille, même si pour une raison ou pour une autre, le taux n'était pas remonté ou qu'il y avait un délai supplémentaire ou alors qu'il y avait effectivement simplement un nouvel arrivé. Pour les nouveaux arrivés, vous pouvez utiliser Topaz, qui va continuer à être accessible, c'est-à-dire la demande de taux pour un individu que vous faites à part, et vous récupérez ce taux, sachant qu'à chaque fois que vous récupérez le taux, il vous est transmis sous une forme avec un taux et un code, ce code permettant de millésimer le taux, c'est-à-dire de dire, voilà, ce taux a été transmis le 12 février, il est valable pour 12 mars, 12 avril, donc jusqu'à la paye du 5 mai. Et à ce moment-là, vous avez effectivement ce délai qui vous permet d'être serein ou sereine pour cet élément. Donc oui, décembre 2021, vous aurez un retour de ce taux que vous pourrez utiliser dans votre déclaration sociale nominative. Et Madame Duval, j'ai vérifié sur Net Entreprise et ne trouve pas DSN Val pour faire un test. Eh bien, pourtant, il y est. Et donc, on va vous donner le lien un tout petit peu plus tard. Vous allez voir dans les éléments qui vont vous être transmis à partir de maintenant, parce que je pense qu'on a abordé une partie des questions. Donc, je pense qu'on va reprendre la suite des présentations. Alors, la suite, Cathy, je te laisse la parole. C'est moi qui reprends, absolument, je reprends le relais. Merci. Donc, on va parler de choses plus pratico-pratiques. Donc,
vous êtes inscrit sur Net Entreprise. En fait, il y a deux situations, soit vous êtes inscrit, soit vous ne l'êtes pas. Donc, si vous êtes inscrit sur Net Entreprise, juste un petit rappel, il existe deux rôles sur Net Entreprise. On a l'administrateur du compte Net Entreprise qui, lui, va pouvoir gérer l'inscription et les collaborateurs, leur donner des accès et des habilitations. Et on a le rôle de déclarant qui pourra uniquement effectuer les actions autorisées par l'administrateur. Donc, si vous utilisez déjà Net Entreprise, déjà pour connaître son rôle, il suffit de vérifier lorsque vous vous connectez en haut de la page, dans la partie, il me semble que c'est un encadré jaune, si vous êtes déclarant ou administrateur déclarant. Hein, donc, vous saurez tout de suite quel est votre rôle et ce que vous allez pouvoir faire ou pas. Alors, une petite précision, en principe, il y a 3 administrateurs maximum qui sont autorisés. Au-delà de ce nombre, il faut faire une demande auprès de Net Entreprise. Alors, si vous êtes déclarant, il faudra demander à votre administrateur de vous habiliter au service DSN régime général, puisque vous ne pourrez pas le faire, vous, directement. Si vous êtes administrateur, donc après avoir renseigné votre SIRET de connexion, nom, prénom et mot de passe, sur la page de vos déclarations, dans la partie « Votre espace entreprise », il faudra cliquer sur « Gestion », ajouter la DSN pour le régime général. Donc, la liste des déclarants inscrits s'affiche et vous pourrez ainsi ajouter ou supprimer une habilitation. Alors, si vous n'êtes pas inscrit sur Net Entreprise, vous allez tout simplement sur la page d'accueil, vous allez cliquer sur votre compte, puis sur « Je crée mon compte Net Entreprise ». Donc, vous allez renseigner les paramètres d'inscription. Ensuite, vous allez accepter bien évidemment les conditions générales, hein, sinon vous ne pourrez pas aller au-delà. Ensuite, vous allez renseigner le mot de passe et une question secrète, hein, puis vous allez valider votre choix. Une fois les informations renseignées, vous cliquez sur « S'inscrire sur Net Entreprise ». Vous cliquez ensuite sur « Votre entreprise ». Et dans la rubrique « Vous êtes », vous allez cliquer sur un organisme ou une entreprise publique ou un employeur des fonctions publiques ou régimes spéciaux. Ensuite, vous allez cliquer sur l'ADSN pour toutes les déclarations qu'elle remplace, puis cocher « Général ». Une fois la sélection effectuée, vous allez tout simplement valider votre choix. Alors, vous avez un pop-up qui va s'afficher et qui récapitule en fait les services déclaratifs. Donc, vous allez valider, bien sûr, puis vous allez cocher la case d'acceptation de la charte relative à la DSN et cliquer sur « J'accepte ». Puis, vous allez valider l'inscription, puis retour accueil. Vous allez recevoir dans votre boîte mail un mail qu'il va bien sûr falloir, il va falloir en fait valider dans le lien, sur le lien qui est contenu dans le mail que vous allez recevoir. C'est vraiment essentiel. On va voir sur la page suivante. Et du coup, on arrive sur la page. Je pense que c'est Sandrine qui prend le relais. Non, c'est pas ça? Oui, tout à fait. C'est bien ça, puisque là, on va pouvoir, l'employeur va pouvoir tester. Hein, c'est bien ça. Je te laisse la main, Sandrine. Je te remercie, Cathy. Alors, effectivement, à cette présentation, c'est une nouveauté par rapport aux webinaires qui ont déjà été présentés au cours de l'année 2021. On a ajouté, pour vous accompagner, le pas à pas sur le site Net Entreprise pour déposer vos DSN tests. Donc, à l'écran, vous voyez, pour ne pas être perdu, parce que peut-être qu'il y a des navigations que vous connaissez, vous n'avez jamais utilisées, retenez l'adresse test.netentreprise.fr et là, vous allez avoir un accompagnement au pas à pas qu'on va reprendre dans les slides suivantes, mais que je ne vais pas lire parce que ce sera exactement ce que vous connaissez, enfin ce qu'il y aura à l'écran quand vous irez sur le site Net Entreprise. Certains logiciels de paye, en fait, intègrent déjà un premier niveau de test pour valider vos fichiers.
Mais parfois, ça ne donne pas l'intégralité des retours, des erreurs, etc. Donc, le module d'inscription, en fait, il est différent de celui que vous connaissez pour utiliser votre compte sur Net Entreprise. Donc, il va falloir faire cette démarche en doublon pour utiliser cette interface de test. Donc, pour compléter ce que vous avez peut-être déjà dans vos logiciels de paye, hein, je le répète, utilisez par Siret le site de Net Entreprise. Et je rejoins ce que disait Cathy précédemment, eh bien, il y aura bien à vérifier l'administrateur pour pouvoir y avoir accès. Alors, si on lit ce qu'il y a à l'écran, eh bien, si vous êtes inscrit sur Net Entreprise, ben, c'est ce que je viens de dire, en production, mais pas sur le site test. Donc, il faudra bien faire les démarches d'inscription. Et si vous êtes inscrit sur la plateforme test, eh ben, inversement, hein, il faudra ne pas oublier d'envoyer la DSN sur le site de production. Tout ça, c'est vraiment deux phases bien distinctes l'une de l'autre. Et là, ce que vous voyez à l'écran qui n'est pas trop lisible, mais en fait, c'est la capture d'écran de ce que vous allez trouver sur Net Entreprise qui va vous expliquer le pas à pas pour aller créer et déposer votre fichier DSN et identifier toutes les erreurs potentielles en fait que vous pourriez avoir en sortie. Donc forcément, le support, vous pouvez le télécharger. Donc je ne vais pas je vais pas vous faire perdre de temps à lire chaque étape, puisque tout ça sera indiqué au moment où vous allez le faire sur le site. Là, c'est la précision sur l'administrateur. Hein, ça, encore une fois, c'est très important puisque c'est lui qui va, grâce à l'adresse mail, vous donner les autorisations et les accès pour aller déposer et créer cette clé d'activation que vous allez recevoir par courrier. Donc, c'est toujours la même chose. Faites bien les choses en amont pour être prêt dans les temps, recevoir cette clé d'activation et avoir accès aux différentes pages de Net Entreprise pour déposer le fichier. Là, en rouge, on vous a indiqué les étapes qui étaient importantes pour valider l'inscription. Donc, c'est un peu la même chose de ce qu'on fait quand on crée des comptes. Mais, et c'est pour ça que c'était intéressant que vous répondiez dans le sondage pour savoir si vous connaissiez votre administrateur, puisque c'est bien lui qui va autoriser votre adresse mail et vous donner des droits pour pouvoir faire les démarches sur le site. Et je répète, en termes de timing, c'est toujours important de s'y prendre un petit peu à l'avance, puisqu'il faudra à peu près une quinzaine de jours maximum pour que vous ayez la réponse. Sinon, eh bien, la demande va être supprimée et il faudra du coup recommencer. Ça, c'est important aussi de surveiller soit le courrier, soit vos mails pour donner cette clé d'activation. Alors, je me permets juste de compléter. En fait, concrètement, si vous voulez faire une inscription à Net Entreprise, en tant que nouvel administrateur, ne faites pas l'inscription si vous êtes après en congé pendant 15 jours. Voilà, hein, en résumé, c'est un peu ça, Sandrine. Hein. Merci pour ce complément d'information, Cathy. Et je voulais terminer par l'environnement test sur la slide suivante, qui reprend point par point ce que vous allez devoir faire, c'est-à-dire l'inscription, mais bien sur la plateforme de test. Hein, si vous êtes déjà sur Net Entreprise, c'est vraiment un lien différent. Pour pouvoir y déposer vos déclarations
et ainsi suivre sur le tableau de bord les erreurs potentielles qui vont vous permettre de faire des contrôles sur la norme, en fait, et bien vérifier le rattachement par SIRET, puisque on rappelle, la DSN, c'est bien une déclaration par SIRET, de façon à ce que vous ayez des bilans de traitement avec les comptes rendus, par SIRET également. Toutes ces données vont être transmises à la CDC et aux organismes complémentaires, comme le régime général, en fait. Les données qui vont transiter par votre DSN vont être distribuées aux différents organismes. Donc, les organismes complémentaires, le cas échéant à la MSA, et tout ça, c'est pour avoir des retours justement des organismes de protection sociale, au cas où il y aurait des erreurs, sur le fameux tableau de bord dont on vous a parlé, qui est sur Net Entreprise, mais qui sera aussi sur vos logiciels de paye si c'est prévu dans vos logiciels à vous. Là, dans le support, vous avez des liens hypertextes. N'hésitez pas à les consulter. Vous allez y retrouver vraiment plein d'informations et un accompagnement au pas à pas si potentiellement on a été un petit peu vite. Et toujours ce fameux tableau de bord qui est vraiment la base de nos échanges entre vous et les organismes de la protection sociale. Donc, même chose, si vous voulez aller avoir de la documentation, je vous invite à aller cliquer sur ce lien hypertexte. Mais là, j'ai une collègue qui va vous faire un détail de ce que vous allez pouvoir y retrouver. Voilà. Merci Sandrine. Alors, le fameux tableau de bord. Alors, en gros, le tableau de bord DSN permet d'avoir une vue d'ensemble des DSN mensuels ou signalements que vous aurez transmis. Il vous permet de consulter l'ensemble des retours d'informations du système et des organismes concernés. Donc, j'ai envie de dire que le tableau de bord est à utiliser sans modération. Même s'il n'est pas particulièrement intuitif, il faut prendre l'habitude de le consulter régulièrement. C'est vraiment la garantie pour vous d'un traitement correct des informations que vous transmettez. Alors, si vous êtes en procédure automatique d'échange, vous pouvez consulter, Sandrine l'a dit tout à l'heure, ce fameux tableau de bord directement via votre logiciel de paye. Dans les autres cas, vous allez devoir vous connecter à votre compte sur Net Entreprise. Alors, ce tableau de bord, en fait, il vous permet d'une part de déposer vos DSN mensuels et vos signalements, d'effectuer le suivi et l'état des DSN que vous avez déposés, de consulter les bilans d'anomalies afin d'effectuer les modifications nécessaires en cas d'écart. Ça, c'est vraiment important. C'est bien de le constater, mais après, il faut aussi corriger. De consulter l'ensemble des comptes rendus métiers, donc les CRM, qui sont mis à disposition par les organismes de protection sociale. C'est là que vous trouverez le fameux BIS dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est là que vous allez retrouver également, donc là je reprends ma casquette d'agent CPAM, lorsque vous avez fait un signalement, c'est là que vous allez retrouver en fait le compte-rendu qui vous est envoyé en parallèle par mail. Et vous allez également pouvoir accéder aux services complémentaires mis en place par les organismes de protection sociale. Alors, juste une petite précision, seul le déclarant ayant effectué le dépôt de la DSN mensuelle ou du signalement peut consulter les retours associés. Donc, l'administrateur, lui, pourra consulter l'ensemble des dépôts et des retours transmis via le SIRET de connexion. Alors, moi, j'en ai terminé pour le tableau de bord. Il y avait une dernière slide qui a été ajoutée.
Oui, alors en fait, là, vous allez retrouver le détail de ce que vous découvrez lorsque vous cliquez tout à l'heure sur la page précédente. Alors, on va y revenir. C'est vrai que c'est pas si évident que ça. Lorsque vous cliquez en fait sur les différentes loupes qui sont associées, par exemple, au dépôt que vous avez effectué, vous allez tomber sur ce qui ressemble à ça. Donc, derrière, vous avez une autre loupe et vous allez pouvoir consulter les retours, les anomalies qui vous sont signalées éventuellement, bien évidemment, et pouvoir apporter les corrections nécessaires. Merci. Donc là, on a sur l'exemple de droite, en fait, on a le salarié qui n'a pas été retrouvé, donc la personne qui n'a pas été certifiée, le NIR n'est pas certifié par l'INSEE. Donc concrètement, vous avez cet écart qui vous est signalé, donc à vous d'en tenir compte. Alors, ça ne veut pas dire que l'INSEE détient toujours la bonne information, mais ce qu'il faut retenir, c'est que tant que vous n'aurez pas l'information identique qui est paramétrée dans votre logiciel, le traitement ne pourra pas se faire. Donc concrètement, il n'y aura pas de blocage sur votre DSN mensuel, mais il y aura un blocage sur le dossier signalé en anomalie. Donc si nécessaire, si les informations qui sont enregistrées à l'INSEE doivent être corrigées, ça arrive quelquefois, ce sera au salarié de voir de se rapprocher de sa mairie pour faire le nécessaire de manière à ce que les informations, elles soient conformes. Merci Cathy pour ces précisions. Sur la dernière partie qui concerne ce webinaire, je vais demander à Didier de bien vouloir reprendre la main pour nous rassurer. Alors, tout va bien. Il y a toute une série de questions qui est posée sur les accès, sur la plateforme de test, sur la plateforme Net Entreprise. Alors, première chose, la plateforme Net Entreprise, on l'appelle aussi plateforme de production. C'est là où sont déposés les DSN quand vous les déposez vous-même. C'est-à-dire que ce n'est pas en mode API. Et c'est là où vous accédez au tableau de bord, c'est-à-dire où vous avez les comptes rendus métiers réels, en direct, de la DSN. À côté de ça, nous avons ouvert une seconde plateforme qui s'appelle test.net-entreprise.fr. On vous a, dans le support, vous aviez effectivement l'adresse. Voilà, je vais vous la remettre, qui est ici, qui est une seconde plateforme sur laquelle on vous demande de vous réinscrire. Donc, vous ne pouvez pas utiliser, vous ne pouvez pas passer directement à la phase « je me connecte » puisque vous n'êtes pas inscrit. Il faut s'inscrire puisque c'est entièrement décorrélé, les deux sont décorrélés. L'avantage de cette plateforme, c'est que tout ce qui transite par cette plateforme n'aboutit pas dans le réel des organismes de protection sociale. Donc, il n'y a aucune chance que ça soit enregistré. Par contre, ils le voient et ils le traitent comme si c'était une vraie DSN. Donc, ils vous font les comptes rendus métiers, ils vous font les retours. Et j'ai vu d'ailleurs que quelqu'un était un peu inquiet parce qu'il avait des OK partout. Quand vous avez des OK partout, c'est qu'il n'y a pas d'anomalie, c'est qu'il n'y a pas de problème. Au contraire, c'est que tout va bien. Donc, je sais bien que quand on arrive trop vite à la simplification, ça inquiète parce qu'on sait que c'est un métier compliqué, la paye. Mais je vous promets que quand vous avez OK, c'est que c'est bon. Par contre, effectivement, quand vous avez soit KO, soit cette fameuse technologie qu'on a développée, dont on est très fier chez Net Entreprise, quand votre DSN est déposée et correcte, c'est vert. Quand il y a un problème, elle est rouge. Donc, c'est vrai que du premier coup d'œil, vous pouvez vous rendre compte s'il y a un problème ou s'il n'y en a pas. Par contre, quand vous cliquez sur la petite loupe, vous avez le détail, ce qu'on vous a montré dans le hop, j'y retourne. Excusez-moi, fermez les yeux quand je vais trop vite pour pas. Voilà, vous avez les comptes rendus métiers. Quand on clique sur la petite loupe, c'est ces comptes rendus métiers là qui montent et qui vous précisent quelle est la chose à changer. Et la question a été posée, comment est-ce que je corrige les anomalies? Les anomalies qui sont relevées, on vous dit sur quelles données elles portent. Et c'est cette donnée qu'il faut changer dans votre logiciel de paye. Soit parce qu'effectivement, le nom n'est pas exactement celui qui est attendu, soit parce qu'il y a un problème sur une date, soit parce que, généralement, un des gros problèmes au début, et ce qui vaut beaucoup d'anomalies sur la première DSN de test, c'est que généralement, on n'a pas mis ou on a mal renseigné la date de début de contrat. Il y a pas mal qui se disent « tranquille, je vais mettre 1er janvier 2020 pour le début de contrat ». Sauf que ce n'est pas vrai.
Et du coup, nous, on enregistre qu'effectivement, il est impossible pour une collectivité qui existe depuis des centaines d'années qu'elle n'ait des contrats qui aient démarré que le 1er janvier de l'année en cours. Donc, on dit c'est une erreur. Et on vous donne autant d'erreurs que d'agents. Pour tous les agents à qui vous avez mis 1er janvier 2020, on va vous dire, mais non, c'est une erreur, c'est pas la bonne date. Et donc, vous pouvez très bien avoir 150 anomalies, sauf que c'est la même pour chacun. Et il suffit de le changer, et vous avez effectivement toutes les anomalies qui disparaissent en même temps. Donc, ce n'est pas le nombre d'anomalies qui remontent qui est importante, c'est quand vous avez ce retour qui est fait, la façon de le corriger, et du coup, si ça perdure ou pas, parce que ça peut être effectivement une difficulté qui est rencontrée, un problème ou une erreur. Et il n'y a pas que les erreurs humaines, hein. Il y a aussi des erreurs dans le logiciel ou les fiches agents qui comportent soit des erreurs, soit qui ne sont pas complètement remplies. Donc, du coup, 2 plateformes réelles que vous n'utilisez pas aujourd'hui parce que vous ne déposez pas de DSN en réel. Vous pouvez déposer sur cette plateforme une DSN, ce qu'on appelle en mode test. Je vous invite à ne pas le faire, parce que si par erreur, vous cochez mal la case test, vous faites une DSN. Et là, vous avez un doublon, et le doublon, c'est généralement, et oui, vous avez raison de faire des têtes horrifiées, c'est généralement le prélèvement à la source, et on vous prélève 2 fois les impôts. Et nos collègues de l'administration fiscale, du coup, ont un tout petit peu de mal à rendre les sous une fois que vous leur avez versé, simplement parce que administrativement, c'est pas simple. Donc franchement, ne déposez pas de DSN test sur la plateforme réelle. Par contre, inscrivez-vous sur la plateforme de test dont l'adresse, effectivement, est toujours là. Et vous allez avoir quasiment un deuxième net entreprise qui va être à votre disposition, sur lesquels vous allez pouvoir déposer les DSN en réel dans l'environnement de test. Et toutes les données vont être transmises aux organismes qui vont pouvoir vous faire les comptes rendus métiers, donc qui vont vous indiquer les endroits où on détecte une anomalie, et vous allez pouvoir à ce moment-là les corriger directement. Donc, passez vraiment par la plateforme de test. Cette plateforme vous permet d'adresser des DSN, de recevoir les comptes rendus métiers avec les informations, et puis à ce moment-là, d'aller chercher, soit dans les supports, soit dans les informations, comment corriger ce type d'informations si vous ne le comprenez pas, et puis surtout si vous avez un souci de paramétrage avec votre logiciel, vous avez parfaitement le droit et toute l'attitude d'interroger votre éditeur de logiciel pour savoir. Généralement, les difficultés les plus récurrentes, elles sont documentées. On a des fiches consignes, que ce soit sur Net Entreprise ou chez votre éditeur, il y a des fiches consignes qui les décrivent et surtout la méthode pour les corriger. Et si, par hasard, vous détectez une nouveauté, une nouvelle erreur, une nouvelle anomalie, un nouveau problème, eh bien, c'est de notre côté que nous allons documenter la réponse, la mettre à disposition des autres, parce que si elle se reproduit, ils sauront comment le corriger. Donc, c'est vraiment un échange qui est fait entre nous, c'est-à-dire entre vous et nous, système DSN, jusqu'au bout, jusqu'aux organismes qui vous font les retours, et vous aurez peut-être la chance, mais c'est pas anormal de recevoir des OK sur tout. Aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure, on reçoit 23 millions, quasiment 24 millions de lignes de salaire par mois, avec un taux de conformité de 97%. C'est-à-dire 97% des DSN qui sont publiés sont propres, lisibles et corrects. Donc, malgré le temps éventuellement, et là vous avez 3 mois, vous avez le temps en 3 mois de faire 3 périodes de DSN, 3 payes de suite sur l'environnement de test, et donc de vérifier effectivement que quand vous la publiez, tout va bien. Vous avez 3 mois pour faire ces tests-là, pour vous mettre en ordre de marche, pour être complètement serein à l'échéance du 5 ou du 15 février. Et puis, vous avez aussi la possibilité, quand on vous disait, par exemple, qu'il faut informer les salariés, c'est peut-être le moment d'envoyer les informations que vous avez à chaque salarié en disant, voilà, ce que j'ai dans la fiche salaire pour vous, c'est ça. Est-ce que c'est toujours exact? Est-ce que ça a changé? Sandrine, tu voulais ajouter un élément à ce que je dis? Ou pas du tout, tu venais simplement nous voir? Oui, en fait, je suis en train de répondre à une question et j'ai malencontreusement ouvert ma caméra. Donc, mais ce n'est pas grave alors. Excuse-moi. Il n'y a aucun souci, au contraire. Je repars. Alors, Madame Bourreau, je suis tellement heureux de vous dire que vous avez tout compris. Oui.
la DSN en mode test sur la plateforme Net Entreprise et la déclaration en mode réel sur la plateforme Net Entreprise Test. Moi, je vous invite quand même à oublier un petit peu la déclaration en mode test sur la plateforme Net Entreprise parce que si par hasard, vous ne cochez pas la bonne case, vous envoyez quelque chose dans le système qui va être lu, enregistré et autorisé. J'essaye d'être le plus didactique possible, mais c'est pas sûr et certain. Donc n'hésitez pas à reposer des questions. Il ne faut pas que vous repartiez de cet événement avec des zones d'ombre qui vont vous embêter et qui vont être gênantes. Là, quand vous allez avoir, et je reviens sur les comptes rendus métiers, quand vous allez avoir éventuellement, puisque c'est pas obligatoire, quand vous allez avoir les comptes rendus métiers avec des anomalies à corriger, je vous confirme donc que c'est bien dans votre logiciel de paye que vous faites les modifications ou les adaptations. Quelquefois, je vous disais, par exemple, date de début de contrat, par simplicité, on a mis 1er janvier pour tout le monde, et ben non, il faut mettre les bonnes dates. Donc, effectivement, vous allez mettre les dates d'embauche. Ça prend le temps, ça nécessite d'avoir effectivement des données les plus justes possibles. Mais aujourd'hui, je vous répète, 97% de transmissions sont conformes. Donc, on a effectivement tous ces éléments. Et puis, une autre question qui était posée à propos des outils de contrôle. Certains logiciels les intègrent. C'est le cas, par exemple, de Berger-Levrault. DSN Val, c'est disponible dans le logiciel. Donc, quand vous faites un test dans Berger-Levrault, ça utilise DSN Val sans que vous ayez à le chercher. Si, par contre, vous ne l'avez pas à l'intérieur de votre logiciel, sur Net Entreprise, une fois que vous êtes inscrit, mais ce qui est le cas pour la majorité d'entre vous, puisque vous avez répondu majoritairement oui à la question « Êtes-vous inscrit à Net Entreprise ?», vous allez le chercher, vous le téléchargez sur votre bureau, et en réalité, c'est le fichier émis par votre logiciel de paye que vous passez sur ce petit applicatif et qui vous répond « Oui, c'est lisible » ou alors « Non, c'est pas lisible, tiens, il y a ça qui me pose problème ». Pour ce qui est de Madame Laetitia Michel, qui nous demande comment corriger les anomalies non bloquantes liées aux interdéclarations, les contrôles interdéclarations sont ceux qui sont des contrôles quasiment de logique. Donc, ça veut dire qu'il y a une des données qui a été contrôlée qui nous apparaît anormale. Je vous disais tout à l'heure, vous avez 150 agents, non, parce que vous auriez 150 agents, vous seriez déjà en DSN. Vous avez 35 agents et vous avez un taux de cotisation, enfin un montant de cotisation de 28 €. On va se douter que 28 € pour 35 agents, c'est pas possible. Donc, on va vous dire, il y a une anomalie, soit c'est le nombre d'agents, soit c'est le montant des cotisations. Donc, vous devez vraiment être dans la possibilité de prendre du recul par rapport à ces retours en vous disant, bah, voilà, il y a anomalie, c'est un contrôle interdéclaration, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? C'est vraiment le fait d'avoir cette opportunité, d'avoir 3 mois devant vous pour faire les DSN dans l'environnement de test, qui va vous permettre tranquillement de corriger les anomalies qui sont identifiées et de faire ces évolutions. On pense que c'est entre 2 et 3 mois le délai pour arriver, entre 2 et 3 trains de paye plutôt que je devrais dire, 2 ou 3 trains de paye pour arriver à avoir une DSN propre, c'est-à-dire avoir toutes les informations à la base correctement rentrées. Là, par exemple, quand on nous parle du paramétrage logiciel avec effectivement les identifiants de certains comptes ou autres, ça prend du temps, ça nécessite d'être fait. On avait hier un témoin qui était à la mairie de Rouen et qui nous disait, moi j'ai la chance d'avoir eu des fiches agents parfaitement renseignées et à jour pour tout le monde, et du coup j'avais quasiment aucune anomalie nominative. J'ai eu des anomalies financières parce que certains éléments étaient mal remplis, mal cotés, mais aucune anomalie d'identification, ce qui est effectivement relativement simple. Et puisque je vous parlais de témoins, je vous propose de vous passer une des vidéos qui a été enregistrée sur un témoignage, et puis on pourra refaire une petite partie de questions-réponses en direct avec mes amis et collègues des différents organismes de protection sociale qui sont là. Et donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser pendant la vidéo. On va passer, ça ne dure pas très longtemps, vous allez voir. Dès que je l'attrape correctement.
suis Nathalie Cuyandre, assistante paye RH à la communauté de communes du Pays Bigoudin Sud. Pour moi, en tant que technicienne RH, la DSN, c'est une simplification et une sécurisation des procédures de déclaration des données sociales. Alors, outre l'avantage de simplification, je dirais aussi un gain de temps, enfin, c'est ce que j'espère en tout cas. Alors les bénéfices, oui, c'est la simplification des procédures. On est passé d'une déclaration annuelle à une déclaration mensuelle. Donc c'est pour moi une simplification, un travail peut-être plus répétitif, mais quand même une simplification par rapport à la lourdeur de la déclaration annuelle. Pour les inciter à passer à la DSN, j'insisterai sur la simplification des procédures. Je craignais des lourdeurs de démarches et au final c'est relativement simple et avec l'accompagnement du centre de gestion, tout s'est fait sans difficulté. Les collectivités peuvent s'appuyer sur les centres de gestion qui sont là pour les accompagner au quotidien dans les procédures. N'ayez pas peur de passer à la DSN, cela se fait sans difficulté avec une bonne préparation en amont et l'accompagnement des centres de gestion. Le passage à la DSN se fait sans aucune difficulté. Oui, j'avais quelques appréhensions avant le passage à la DSN, mais après 3 mois d'utilisation, je m'aperçois que tout s'est très très bien passé. Et en conclusion, bon, même s'il nous reste quelques petits réglages à faire, vraiment la conclusion ce serait gain de temps, simplicité et efficacité. Alors, on va revenir effectivement avec mes collègues. On n'a pas de liens familiaux ou amicaux avec les témoins qu'on a enregistrés, je vous promets que c'est vrai. Dans beaucoup de cas, ça se passe bien. Ça n'empêche pas le stress ou l'angoisse avant d'y aller, parce que toute conduite au changement implique effectivement d'être un petit peu dans le doute et dans l'angoisse. Donc c'est tout à fait normal d'être dans le doute en avançant. Mais donc j'ai vu qu'il y avait d'autres questions qui étaient arrivées, comme par exemple celle de M. Poulain qui dit pour les petits contrats comme les animateurs de centres aérés, les saisonniers, faut-il faire une DPAE? Dans le régime général, dans le régime privé, effectivement, le secteur privé, la DPAE est obligatoire 8 jours avant toute embauche. Maintenant, tout dépend du rythme, du nombre de contrats et puis surtout du nombre de personnes. Si vous avez des animateurs de centres aérés, vous n'allez pas refaire un contrat chaque mercredi. Ou alors si vous en avez 50, la question se pose effectivement d'utiliser un outil qui est destiné normalement aux agences d'intérim, qui est le relevé mensuel de mission, qui permet de faire ces déclarations une fois par mois. Maintenant, vous avez 2 choses qui sont importantes. La première, c'est le droit social, et la seconde, c'est le droit fiscal, le droit du travail. Le droit social, c'est qu'effectivement, il faut déclarer les cotisations, il faut déclarer les agents, payer les cotisations, leur ouvrir les droits et signaler ce qui touche leur contrat à chaque fois, tout le temps. Et puis, il y a le droit du travail qui vous oblige à avoir effectivement à respecter certaines règles, comme par exemple la transmission de la DPAE avant le premier jour d'activité. Donc on essaye de s'adapter à chaque fois. Moi, le conseil que je vous donnerais, c'est que déjà, normalement, il faut que ces 2 droits soient le mieux respectés possible. La seconde, c'est que vous soyez en respect avec ce que vous pouvez faire aussi, parce que c'est évident que vous avez par exemple l'obligation d'avoir des registres de salariés ou des registres d'agents qui sont à jour. Et quand un agent a sa première heure d'activité, bien évidemment, il doit déjà être connu. Puis le second conseil que je vous donne, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs dans les URSSAF ou ailleurs pour vérifier qu'effectivement vous êtes tout à fait… Alors, je ne vais pas dire en règle, mais que les pratiques que vous avez sont les bonnes et permettent de remplir ces obligations. Quelquefois, on se fait des montagnes de déclarations ou d'autres, alors qu'en réalité, j'allais dire l'envoi d'un fax, il y a longtemps qu'on n'envoie plus de fax, mais je ne suis pas sûr que l'envoi d'un mail soit suffisant. Mais au moins la transmission de cette information, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs habituels, que ce soit, et d'ailleurs on remettra le support, parce qu'à la fin du support, on a fait une petite slide avec comment contacter les personnes que vous avez coupées. Mais je vais laisser la parole à mes
collègues pour qu'on puisse lister d'éventuelles questions qui restent encore en attente ou pour apporter des précisions à ce qui a été dit un peu plus avant. On a répondu à beaucoup de questions et effectivement sur le diaporama qui a été présenté, vous aurez toutes les adresses utiles à la fin, vous pourrez aller les télécharger. Parfait. Merci beaucoup Didier. Moi j'avais envie de dire que l'idée d'aujourd'hui de la présentation, hein, c'était vraiment de vous sensibiliser pour ne pas louper la date du 1er janvier, qui arrive quand même bientôt. De vous rassurer, je pense que là où on a eu le témoignage d'une collectivité, mais on en a eu d'autres au travers des différents webinaires qui ont été faits sur les différentes régions et qui étaient vraiment toutes de qualité et rassurantes. Là, vous aurez à l'écran tous les contacts pour vous poser éventuellement d'autres questions. La synthèse de la présentation, je dirais que c'est vraiment de la qualité des données, des fiches de vos effectifs. C'est récurrent dans les informations qui nous sont transmises. Une bonne préparation. Mais ensuite, sur le fichier en lui-même, voilà, il y a vraiment un accompagnement de vos partenaires quotidiens qui font que ça se passe plutôt bien. Et en termes de quantité de travail, eh bien, pareil, il y a une valeur ajoutée de passer par le fichier DSN. Donc, soyez prêts, préparez le travail en amont. Et je pense que les discours sont plutôt rassurants, donc n'hésitez pas à passer vos données de paye par le fichier DSN. Je ne sais pas si mes collègues veulent ajouter un petit mot que j'aurais pu oublier. Et sinon, je pense qu'on a respecté le timing. Ouais, il y avait juste 2 questions donc avant que nos collègues puissent donner un petit mot de conclusion aussi et d'encouragement. La première, même si Sophie Caillot vous a répondu, Madame Génie, finalement, votre réponse est dans votre question. Quand vous dites effectivement une prorogation de contrat, c'est pas une création de contrat, c'est pas une nouveauté. Alors, et d'une, non, vous n'avez pas à refaire une DPAE pour la prorogation du contrat, parce que la DPAE signale l'arrivée d'un agent, ou signale l'arrivée d'une personne. Par contre, et j'en profite, il faut que vous, dans la DSN, il faut que vous signaliez la nouvelle date de fin. Donc, faire un bloc changement ou un bloc correction de façon à ce que soit enregistré et soit adressé à l'ensemble des organismes qui vont être concernés l'information que cette personne a la chance de continuer à travailler avec vous. Donc, c'est vraiment, c'est l'occasion pour moi de vous donner cette info et de compléter cette info. À chaque fois que vous vous trouvez en face d'un problème, d'une question, finalement, réfléchissez avec ce filtre-là. Est-ce que ça touche le contrat? Est-ce que ça touche la rémunération? Est-ce que ça impacte l'agent? Si la réponse est oui à une de ces 3 questions-là, alors il y a un bloc changement ou un bloc correction qui s'adresse à vous et qui permet de faire passer cet élément. De toute façon, il y a une loi qui s'appelle la loi OOPS, dont on a parlé au début, qui vous permet de faire des corrections ou des changements, qui dit qu'à partir du moment où vous faites une correction ou un changement, le mois qui suit l'apparition d'une anomalie ou d'une erreur, vous ne serez pas maltraité. Il n'y aura pas de pénalité et la possibilité vous est donnée de faire ce changement. Maintenant, c'est clair, c'est aussi la leçon qu'on a, nous, tirée du lancement de la DSN et de son installation dans toutes les entreprises, chez tous les employeurs. Un bon paramétrage anticipe une bonne DSN. Quand la paye est juste, la DSN est juste. Et la DSN, c'est la photographie de l'activité pendant une période donnée. C'est cette période-là qui fait la paye et qui fait la DSN. Donc, ces éclairages généraux peuvent donner déjà pas mal de sens aux réponses qu'on pourrait vous apporter. Et la seconde, je tenais vraiment à remercier mes collègues de la région Alsace qui sont présents, des organismes qui sont là et ceux de la Caisse de dépôt et consignation qui ont répondu en direct dans le back-office.
dans les questions, parce qu'il est vraiment important que vous ayez en tête que vous n'êtes pas tout seul. Et j'ai bien aimé le détournement que fait Madame Perwal du petit proverbe africain qui dit seul on va vite et ensemble on va loin, et qu'elle transforme en seul on va doucement et ensemble on va plus vite. Merci. Ça veut dire qu'effectivement, le fait de partager les questionnements et puis les bonnes pratiques que vous pouvez avoir pour certains permet effectivement d'avancer sérieusement. Donc un grand merci à tous ceux qui ont fait que ces 3 sessions de sensibilisation ont pu avoir lieu. On aura peut-être d'autres rendez-vous, peut-être d'ici la fin de l'année, plus sûrement en début d'année prochaine, de façon à ce que justement vous n'abordiez pas, vous ne soyez pas seul en face de ce changement qui n'est pas dangereux, même s'il est impressionnant. Belle conclusion. En tout cas, merci beaucoup. On va vous libérer. Il reste effectivement une partie des personnes présentes sont déjà parties. Donc, on ne va pas vous retenir plus longtemps, mais le support est donc à votre disposition dans le petit nuage téléchargeable, le site Net Entreprise et les contacts qui sont à l'écran si vous en avez besoin. En tout cas, on vous remercie beaucoup de vous être inscrits à ce webinaire qui a été réalisé et présenté par le JPMDS et le comité Net Entreprise de la région Alsace. Et petite précision, toutes les questions que vous nous posez encore en ce moment, parce que je vois qu'il y en a une série qui tombe très technique, très précise, on va vous y répondre. Si ce n'est pas par mail directement, ça sera dans les questions-réponses. On ne vous laisse pas sans réponse, hein. Soyez pas inquiets, c'est pas parce que on met fin à cette présentation qu'on vous laisse sans réponse sur les questions qui sont en attente. Nos meilleurs experts vont prendre le temps d'y répondre. Merci beaucoup. Je vous dis au revoir et puis peut-être à une prochaine au cours d'un webinaire ou d'une manifestation Net Entreprise dans vos départements. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, à bientôt.